Donc ça tourne là. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer le processus, hein, donc tout ce qui va vous suivre au cours de votre parcours de trader, donc ce qui va vous accompagner tout le temps. Donc premièrement, on verra l'introduction à l'autodiscipline. Donc des questions que vous allez devoir vous poser. Ça peut être des questions, on peut se poser ces questions sur une feuille de papier. Je sais que certains aiment beaucoup écrire, par exemple. Moi, dans mon cas, j'ai plus de facilité à réfléchir et d'inspiration lorsque j'écris avec mes mains sur un cahier ou sur une feuille. Je sais que d'autres ont plus d'inspiration quand ils écrivent, je sais pas, tranquillement dans leur salon, avec leur clavier, leur ordinateur, etc. Donc vraiment, trouvez là où vous êtes le plus à l'aise pour écrire, pour vous poser avec vous-même, et donc pour répondre à ces questions. Parce que ces questions, par exemple, qui êtes-vous? Dans la question qui êtes-vous, ce qu'on attend, en fait, c'est simplement, euh, est-ce que vous êtes une personne de base qui est anxieuse? Est-ce que vous êtes une personne de base qui est facilement joyeuse? Est-ce que vous êtes une personne de base qui a des expressions ou des sentiments assez prononcés assez rapidement? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt dont les sentiments ne font pas surface assez facilement? Êtes-vous quelqu'un qui peut être avare, l'avarice, être avide d'argent? Ça peut arriver. Est-ce que voilà, vous devez vous poser toutes ces questions, tout ce qui est en rapport avec le trading, tout ce qui pourrait être en rapport avec le trading, donc tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments. Euh, Quels sont vos objectifs aussi? Donc ça, on en parle juste après, hein. Mais pourquoi vous voulez faire du trading hormis l'argent? Pourquoi en fait vous pensez pouvoir être capable de faire du trading? Tout le monde est capable. Mais essayez de réfléchir à cette question. Déjà, premièrement, ça permet de se motiver soi-même. Parce que quand on écrit les choses, ça permet de les faire. Quand on écrit les choses, c'est un petit peu comme faire un pacte avec soi-même, moi je trouve. Ça va permettre de vous motiver aussi. Quels sont vos buts? Donc ça permettra d'établir votre profil. Si vous allez plus être là pour du court terme, donc auquel cas vous allez plus vous focus sur du day trading, peut-être du scalping, peut-être un peu plus de swing aussi. Si vous êtes plus sur un objectif sur l'année, sur le long terme, peut-être plus un profil d'investisseur par exemple. Est-ce que vous possédez quelconque connaissance à propos du trading? Est-ce que vous avez une expérience personnelle? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'elle s'est mal passée? Pourquoi s'est-elle mal passée? Par exemple, avez-vous des histoires dans votre passé qui peuvent impacter votre capacité à analyser rationnellement? Est-ce que vous avez connu par exemple un traumatisme de marché? Euh, Si vous avez du coup un antécédent dans le trading, par exemple, voilà, vous avez investi sur un asset et vous aviez une confiance totale en lui et l'asset il a perdu moins 90%. Pourtant, vous étiez persuadé que son fondamental était génial, que c'était, désolé, je perds un peu ma voix, que c'était vraiment le meilleur asset du monde. Il était génial, il ne pouvait que monter et en fait, il vous a un petit peu trahi, il vous a brisé. euh, et du coup, ça vous impacte pour la suite parce que vous allez tout le temps vous dire qu'en fait, non, tout ce que vous allez acheter, ça va chuter, ça va se répéter perpétuellement, etc., etc. En fait, est-ce que vous avez connu un traumatisme quelconque, que ce soit dans le passé ou même peut-être un traumatisme en dehors des marchés qui peut justement s'impacter sur les marchés, vous empêcher de penser rationnellement, par exemple. Bon, je pense qu'on va plus se focus sur les marchés, mais peut-être que quelque chose dans votre vie s'est passé et ça vous empêchera de penser rationnellement, ou en tout cas, tant que vous n'aurez pas pointé le doigt sur cette chose, ça peut être difficile de penser rationnellement. Du coup, du côté personnel, vous devez faire apparaître votre capital avec lequel vous travaillez, le marché que vous tradez et les risques adéquats. Donc déjà, premièrement, quel marché tradez-vous, hein, que ce soit les stocks, que ce soit, je sais pas moi, les matières premières, que ce soit que les crypto-monnaies, ça peut être totalement possible. Voilà, tout type de marché que vous pouvez trader actuellement. Donc là, c'est actuellement, mais ça pourra changer avec le temps. Sur quel time frame travaillez-vous? Donc time frame, je vais essayer de corriger l'anglicisme un petit peu. Pour certains, ça peut être difficile. Donc time frame, c'est unité de temps. Donc est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui travaille sur du court terme, donc tout ce qui est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, je vais plus appeler ça du court terme, ou est-ce que vous êtes plus sur quelqu'un qui travaille sur du moyen terme, on va dire, hein, daily? Daily, ouais, daily, ça me paraît plus du moyen terme. Et tout ce qui est un peu plus long terme, tout ce qui sera weekly, donc échelle hebdomadaire et échelle mensuelle, voire même trimestrielle pour certains, ça peut arriver. Certaines institutions euh, ne sont intéressés que par des conditions de marché qu'ils peuvent voir en échelle trimestrielle. Donc là, c'est vraiment, eux, ils sont vraiment là pour le très long terme. Ils sont là justement pour la cyclicité pardon, des marchés. Ils ont vraiment une optique très très long terme. Et bon, généralement, ces institutions ou ces gestions de fonds, eux, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent avoir une vision globale
court terme, moyen terme, très long terme, très très long terme, même après leur mort pour certains. Voilà. Généralement, nous, on ne peut pas réellement voir dans un premier temps, hein, c'est après des années, qu'on pourra penser justement au capital après la mort, ce qu'on va laisser, et est-ce qu'on sera encore capable justement de faire travailler notre argent après ça, peut-être pour nos familles, etc. Voilà. Quel setup de trade utilisez-vous actuellement? Comment vous tradez? Tout simplement. Que ce soit bon ou mauvais, que vous ayez des mauvais résultats ou des très bons, ça dépend de ce que vous faites. Quel setup de trade utiliser? Quelles sont les conditions que vous avez identifiées? Alors peut-être, je sais que pour certains, vous n'avez pas de setup hein, clair. Ça, c'est très très probable. Je pense qu'ici, 90% des élèves n'ont pas encore de setup clair. On va en créer ensemble, c'est le but. Mais actuellement, généralement, comment vous faites pour rentrer en position et comment, généralement, vous faites pour sortir? Donc, qu'est-ce qu'un setup de trade? C'est à peu près la même question. Donc, quelles sont vos règles pour entrer dans un trade? C'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer, hein. Vous placez votre stop, vos objectifs de profit. Donc, généralement, comment vous placez votre stop? Certains vont placer un stop lors de la création du setup de trade. Donc, dès que vous allez avoir votre idée de trade, vous allez vous dire, moi, je vais prendre profit ici, je vais sortir ici. D'autres vont activer un stop par pure émotionnalité. Donc, par exemple, oh, bah, ça se casse la gueule, je sors. Voilà, de base, le stop, il n'était pas prévu, vous êtes rentré parce que vous pensiez que le marché pouvait monter, et au final, bah, ça se passe pas comme prévu, et les émotions reprennent surface, et donc vous activez votre stop. Donc, généralement, comment vos stops sont activés, comment sont-ils placés, et vos objectifs de profit? Est-ce que vous pensez avec le passé à chaque fois qu'ils sont réalistes? Est-ce que vous coupez trop tôt, par exemple? Est-ce que vous sous-estimez un petit peu les capacités du marché, par exemple? Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser dès que vous allez devoir vous poser. Quelles sont vos règles de risk management? Généralement, lorsque vous lancez une idée de trade, je ne sais pas actuellement, on va dire une bêtise, on va partir du principe qu'allez, on achète du Bitcoin. Combien de capital vous seriez prêt à mettre en achetant du Bitcoin ici? Et généralement, tout le temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez 10%? Et on va voir que c'est pas bien. Est-ce que, encore pire, vous mettez 20%? Ce qui est encore pire. Est-ce que vous faites all-in? Donc là, ce qui est vraiment le truc à ne surtout pas faire, parce qu'émotionnellement, pff, imaginez, vous êtes au casino, je fais un petit parallèle, vous êtes au casino, vous faites all-in sur, je sais pas, je dis une connerie, sur une couleur. Bon, vous allez avoir un stress qui va durer quoi? 30 secondes, on est d'accord? Un stress de 30 secondes. Déjà, émotionnellement, ce stress de 30 secondes, c'est dur à tenir, on est d'accord? Donc si vous faites all-in sur un marché, généralement, votre trade ne dure pas 30 secondes, on est d'accord? Non, il dure pas 30 secondes, il peut durer plusieurs jours. Imaginez d'avoir un stress constant en all-in qui peut durer, je ne sais pas, 3 jours. Ça peut créer vraiment des traumatismes pour l'avenir. Donc c'est clairement pas ce qu'il faut faire, surtout pas d'all-in, bien entendu. Hein. Euh, je sais que souvent vous entendez dans des documentaires, oui, il a vendu sa maison, il a investi sur cet asset, maintenant il est milliardaire. Mais il y en a combien sur 10 000, on prend juste 10 000 personnes, il y en a combien à qui ça va arriver ça? Peut-être une? Est-ce que ça vaut le coup de tenter de tout perdre? Hein, donc lose de vraiment tout perdre pour essayer de faire partir de cet unique gagnant? Bah non. Pour moi, en tout cas, le risque, il en vaut pas la chandelle. Alors ok, si vous faites ça, vous avez potentiellement un reward, donc un rendement. Votre rendement potentiel, il va être ici, mais votre risque, il est encore tout en haut. Et là, je peux agrandir. Votre risque, il est tout là-bas. Donc est-ce que ça vaut le coup de risquer tout ça pour potentiellement gagner ça? Non. Nous, notre but, ça va être de tout simplement de avoir une courbe du risque qui est comme ça, ok, et qui va permettre de gagner plus, comme ça. On ne demande pas à gagner tout ça, nous. Parce que pour gagner tout ça, généralement, il faut augmenter le risque. Alors, est-ce que vous avez un profil justement qui peut permettre de pousser un petit peu plus le risque? Ça, c'est des questions qu'il faut aussi vous poser, et c'est très important de se les poser. Mais généralement, et nous, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est toujours un faible risque. Pourquoi? Parce que déjà, émotionnellement, il n'y aura pas d'émotion. Ok? Est-ce qu'on aura une mauvaise psychologie, on se sentira mal si on perd cet argent? Si vous avez une bonne gestion du risque, non, vous allez pouvoir enchaîner les trades, tout simplement. Alors que si vous faites all-in, c'est perdu une fois, c'est mort. Vous mettez 30%, derrière, il vous reste pas beaucoup de chance. Donc on va aussi retirer un petit peu toute la négativité que ça peut apporter d'avoir un trop gros risque, ok? On va retirer aussi beaucoup de frustration, la frustration d'avoir perdu beaucoup d'argent, de se sentir un peu bête, hein, et l'avidité de l'argent, parce que bon, c'est un petit peu dans nos gènes, hein. Vous pouvez lire quelques études, j'en ai lu quelques-unes, j'essaierai de vous retrouver ça, mais clairement l'argent maintenant c'est un petit peu dans nos gènes,
Et ben, on a clairement tous en nous une avidité concernant l'argent. Et un petit peu, si vous voulez, cet argent, ça nous berne un petit peu. À chaque fois, on se dit, putain, j'ai fait cette erreur de avoir trop de risques, mais putain, si je gagne l'argent, c'est pas grave, je peux recommencer à reprendre ce risque. Et en fait, à chaque fois, c'est un leurre, et on refait tout le temps les mêmes erreurs. C'est pour ça. Faible risque, ça va vous permettre de faire beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Donc ça va être très important aussi d'établir un petit peu quelle est votre gestion au risque. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'ai essayé 5% par trade, j'y arrivais pas, psychologiquement, j'y arrivais pas. Sous paper, c'était ok, je parlerai du paper trading après. Sous paper, c'était ok. J'arrivais pas à 5%, vraiment, je sentais que ça me créait beaucoup trop d'anxiété, que ça devait m'en créer. Donc on est d'accord, le trading, c'est un métier quand même qui est assez. Voilà, quand on parie entre guillemets de l'argent, bon, j'aime pas utiliser le terme parier, hein, mais lorsque vous faites un trade, vous mettez de l'argent en jeu. Je sais que tout le temps mettre de l'argent en jeu, ça peut créer de l'anxiété, hein. Avec le temps, le but, ça va être de réduire cette anxiété. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de base qui répond très mal à l'anxiété, qui a une anxiété généralement qui se profile assez vite. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est baisser mon risque, et 4% au final, ça m'a trouvé bon. Maintenant, par exemple, je suis à 1,25% maximal. Et je pense qu'avec l'âge, hein, parce que plus je vais prendre de l'âge, moins je vais pouvoir, je pense, répondre à l'anxiété comme je le fais actuellement, hein. Je pourrais parler rapidement des hormones, par exemple testostérone, etc. Donc chez nous, chez l'homme, hein, la testostérone, lorsque vous avez un taux élevé, généralement, ça vous permet de mieux répondre à l'anxiété, au stress, etc. Savoir qu'avec l'âge, ce taux de testostérone baisse. Donc là, je devais pas en parler, mais bon, ça vient de venir dans ma tête. Euh, Lors de votre adolescence, on va dire jusqu'à vos 30 ans, votre taux de testostérone, il est comme ça, donc votre réponse à l'anxiété et au risque, elle est maximale, elle est très bonne. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, eh ben, on a été créé avec dans le but d'avoir un taux de testostérone qui baisse. Et plus votre taux de testostérone va baisser, et plus vous allez moins répondre à l'anxiété parce que la testostérone est une excellente hormone justement pour la gestion du stress et de l'anxiété. Je pourrais vous retrouver un petit peu une étude, j'ai essayé de vous la retrouver après, mais en gros il y a des chercheurs qui ont fait une étude et qui ont montré que certains traders, donc pour des gestions de fonds, ceux qui avaient un plus haut taux de testostérone étaient plus aptes à prendre les meilleures décisions, entre guillemets, bon ça je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas avoir une meilleure réponse au risque et prendre plus de risques, en tout cas savoir mieux gérer ce risque. Donc voilà, savoir qu'avec l'âge, plus vous allez vieillir, peut-être moins vous allez bien répondre justement à ce stress et à cette anxiété. Ok. Donc normalement, votre risque, il n'est pas censé faire ça, hein. Votre risque, il n'est pas censé augmenter. Vous devez trouver le point maximal de risque que vous pouvez supporter psychologiquement, et petit à petit, avec le temps, ce risque doit baisser. Ok, jusqu'à pouvoir être vraiment totalement à l'aise et ne quasiment plus avoir d'anxiété ou de stress lorsque vous déclenchez un trade. Parce que vous en aurez toujours un petit peu, hein. Vous pouvez agir comme un robot, mais on reste humain, on a toujours des émotions, mais le but, hein, dans notre trading, ça va vraiment être d'éteindre au maximum ces émotions. Donc vous voyez ici, c'est pas d'émotions, on ne peut pas réellement revenir ici, mais on peut se rapprocher de ce plancher d'émotions pour ne plus du tout en avoir, hein. Mais au début, vous allez passer tout le temps par ce pic d'émotions et ça vous permettra aussi de trouver un petit peu votre rapport à la gestion du risque. Donc nous, on vous recommandera toujours pour débuter, hein, et ne jamais dépasser 5% de capital maximal sur une idée de trading. Jamais plus de 5%. Vous testez 5%. Si vous êtes à l'aise, tant mieux. Si vous n'êtes pas à l'aise, on baisse. C'est simple, on baisse. Enfin non, on baisse. On va sous 5%. Par exemple, 4. Si 4, on se dit ouais, bon, c'est trop, enfin c'est ouais, je me sens trop, enfin pas je me sens trop bien, mais 4, je trouve que c'est pas assez, on teste à 4,5. Si 4,5 ça reste ok, on peut rester sur 4,5. Et au final, après, plus votre capital va augmenter, bah plus ça va baisser parce que plus vous allez gagner d'argent, plus 5% ou 4,5%, ça ne représentera plus les sommes du début et vous pouvez être de moins en moins à l'aise avec ces sommes que vous engagez sur les marchés, en tout cas que vous souhaitez risquer. Et auquel cas, bah, avec le temps, ça baissera, par exemple 3%, et puis 2 ans après, ça passera à 2,7%, etc., etc. Comme on l'a vu, jusqu'à diminuer quasiment totalement le risque, ou en tout cas l'anxiété que vous engagez sur les marchés. Enfin, l'anxiété que les marchés vous donnent lorsque vous engagez un trade. Donc ça va être très très important.
Ensuite, les règles de risk management, ça je viens d'en parler justement. Votre plan doit donc décrire votre comportement face au trading, doit définir l'exécution du trade que vous prenez, le quand et le pourquoi. Donc ça va plus être dans la création des setups, hein. Donc le quand, vous pouvez avoir des horaires, je sais pas moi, de bureau lorsque vous tradez. On peut aussi se dire, moi dans mon plan, à partir de 22 heures, je ne prends plus de trade, je suis off des marchés, je m'en fous, je regarde plus ce qui se passe, ça m'intéresse plus, hein. Ou le week-end, moi personnellement c'est dans mon cas, le week-end, je ne trade pas. Et ça peut être une règle. Ou d'autres règles complètement, vous pouvez vous dire, mais c'est insignifiant, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais par exemple, on peut avoir dans son trading plan, si je n'ai pas dormi minimum 7 heures, je ne trade pas. Parce que je me sens pas au max de mes capacités. Il faut toujours être au max de ses capacités. Ça me rappelle un peu Ponzi qui me disait avoir dormi, il me semble, 4 heures ou 5 heures. On avait déjà eu cette conversation. Il me disait, ouais, j'ai dormi 4 heures, je me sens pas bien, aujourd'hui je trade pas. Et ben, c'est des paramètres à prendre en compte. Parce que vraiment, les capacités, il faut toujours être au maximum de ses capacités. Quand c'est un petit peu, c'est comme dans tout, j'ai envie de dire. Ça va être compliqué quand même je sais pas, de faire un sport physique si vous avez dormi 3 heures. Et il faut savoir que le trading, c'est un sport physique, mental. C'est vraiment ça impacte vraiment le mental. Donc si vous avez mal dormi, ça peut être très compliqué. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser, se dire, ok, j'ai besoin de combien d'heures de sommeil, par exemple, pour être bien. Ou, je ne sais pas, vous avez une relation avec une personne, cette relation se brise émotionnellement, vous êtes brisé aussi, et ben ça va se répercuter sur les marchés. Tout simplement, vous allez pouvoir prendre des risques que vous n'auriez pas pris en temps normal parce que émotionnellement vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas rationnel. Comment voulez-vous être rationnel dans votre trading si personnellement vous ne pouvez pas être rationnel? Donc tout ça, faut y penser. C'est très important. Ok? Donc là, définir votre stratégie de trade. Donc ça, je pourrais vous laisser lire si jamais. En tout ça, d'ailleurs, c'est dispo juste dans le drive. Donc c'est dispo juste ici. Dans, comment on appelle ça? Dans leçon, dans un premier temps, vous cliquez dans la Dropbox et vous avez accès à tout ça. Donc j'ai envie de lire un petit peu ce qui se dit dans le chat, je vais regarder très rapidement. Je pensais que la testostérone était plutôt mauvaise pour le trading, elle amène à se mettre dans des situations dangereuses. Alors oui, ça peut être vu comme ça, mais ça peut être aussi une bonne réponse au risque, à l'anxiété. Donc en fait, il faut en tirer les bienfaits. Et pour en tirer les bienfaits, il faut apprendre à se connaître. Donc tout ça, journal, profil, journal, ce qu'on va voir après, etc. etc. Tu dois parler de l'adrénaline. Non, l'adrénaline, oui, ça pourra faire face. Certains veulent de l'adrénaline, d'autres non, ça c'est vrai. Non, c'est normal qui peut rendre agressif si le taux est haut et amené à se mettre en danger, voir les ados qui en ont beaucoup d'un coup sans savoir encore comment la gérer. Ça c'est possible aussi. Après on s'est rendu compte, hein, parce que j'adore cette hormone, donc j'ai vu pas mal de docu, on s'est un petit peu rendu compte que ça c'est un petit peu des biais qu'on s'était créés et par exemple les hommes avec un plus haut taux de testostérone peuvent être plus dignes de confiance que les hommes avec un plus faible taux, par exemple. Et peuvent être aussi moins agressifs, par exemple d'autres ça peut les rendre agressifs, d'autres pas. Chaque humain est différent. Perso, j'ai du mal à déterminer des TP, donc je déplace mon SL à break-even. On en a parlé hier. Et je fais un trading stop manuel, je déplace petit à petit. C'est parce que tu n'as pas de plan qui est établi en fait. Tu réponds plus aux émotions, à ce que ton trading plan t'indique de base. Donc là, on va vraiment devoir passer par la création de setup. Allons-nous établir nos plans de trading ensemble? Bien sûr, ça va être le but. Bon, pas dans ce cours-là, hein, on va voir l'introduction, mais tout au fil justement des briefs et des cours qu'on va faire ensemble. On va pouvoir justement créer notre plan de trading. Je ne vais pas pouvoir le créer pour vous, bien entendu, je peux vous aider à le créer, hein, donc ça c'est le but de ce cours, mais je ne vais pas pouvoir le créer à votre place parce que je ne vous connais pas aussi bien que vous-même. Alors, voilà, comme je vous disais en tout début, hein, c'est bien Karel a écrit, donnez une même charte à 100 traders et vous aurez 100 visions différentes. Ça c'est totalement vrai. Donc ça vraiment, je dois vraiment vous laisser lire ça, hein. Quand vous aurez un peu de temps, vous pouvez mettre pause ou aller directement dans la doc. Lisez ça, c'est très très important. Ok, donc là on va plus passer ensuite aux questions que vous devez vous poser. Il est recommandé d'utiliser au minimum 2 voire 3 raisons pour prendre un trade. Assez difficile ce matin. Toujours 3 raisons, hein. Donc là c'est écrit 2 ou 3, mais on va vraiment essayer de partir de base sur 3 raisons. Et 3 raisons indépendantes. Donc par exemple, se dire c'est intéressant d'acheter parce que le marché il est ici et parce que ici j'ai un support et parce que ici j'ai ma moyenne mobile et parce que ici c'est la zone de rechargement. Non, ça c'est pas des raisons indépendantes, hein. Enfin c'est pas des conditions indépendantes. Ça c'est plusieurs raisons mais d'une seule condition et cette condition c'est
localisation, qui est certes la plus importante, ok, mais la localisation, c'est très très important, ok. Alors, non, je ne sais même pas si... Attendez. Non, c'est normalement, j'ai bien écrit... Non, non, c'est un S. Oh là là, la fatigue du matin. Mais en gros, localisez vos trades, ok. Voilà, le matin, c'est compliqué. Localisez vos trades, ok. Donc ça, c'est une condition. On a dit, nous, on veut 3 conditions. Donc ça, c'est la première, localiser. Ensuite, on a besoin d'une deuxième condition, qui va être le momentum. Quelle est la force de mon marché? Comment se comporte la force de mon marché? Qui a la force sur le marché? Les acheteurs ou les vendeurs? Donc ça, ce sera la deuxième condition, momentum. Et ensuite viendra la troisième condition, comment exécuter mon trade, comment entrer en position. Ça, c'est le final, c'est la structure. Donc il y a plusieurs structures. Il y a les structures que moi j'adore et que Carré adore et qu'on va essayer de vous faire adorer. C'est simplement les W et les M, hein, qui d'un point de vue pure action de prix, reflète généralement un bottom ou un top ou un changement de dynamique. Donc c'est génial pour entrer au commencement d'un mouvement, pour pouvoir bénéficier du mouvement suivant, ou qui peuvent justement prolonger des mouvements, comme on le verra dans les setups de continuation. Euh, et ensuite, on a justement des patterns. Donc par exemple, épaule, tête, épaule inversée, qui est totalement une figure de retournement, donc qui peut faire office de structure. Donc là, je vais noter épaule, tête, épaule, ou épaule, tête, épaule inversée. Ok. Si jamais c'est une épaule, tête, épaule inversée. Donc épaule, tête, épaule, hein, inversée. Ou épaule, tête et épaule, tout simplement. Comme ceci. Ok. Donc ça, c'était un petit peu les structures ou des figures de compression, comme on l'a vu, ou des figures de continuation, comme on l'a vu, hein, les triangles, qui peuvent offrir justement des mouvements de continuation, voire aussi des mouvements de retournement de marché, mais comme c'est écrit dans les cours, au final ça ne reprend simplement que les concepts de W et de M, et aussi les figures de retournement de chandelier, donc tout ce qu'on verra, un retournement, avalement, enfin candlestick reversal pattern, donc tout ce qui est par exemple des haramis, des fractales, des avalements, des inside bars, pourquoi pas, etc., etc. Donc tout ce qu'on verra aussi au cours du processus, donc ça c'est plus pour les chandeliers. Mais on vous recommandera quand même de privilégier quand même ces W et ces M, hein, ou des belles structures bien établies. C'est de mon expérience personnelle, c'est plus puissant ces beaux W et ces beaux M que de simples bougies de retournement, okay, de patterns de retournement de bougies. Donc ça, c'était pour les 3 conditions indépendantes. Donc comme je le répète, par exemple, prendre une décision de trade parce que on a MACD qui diverge, on a RSI qui diverge, et ça on en parlera, combiner ces indicateurs ne sert à rien, on va voir pourquoi, mais ce n'est pas suffisant de se dire « Ah, mon marché diverge, donc ça va remonter ». Non, ça c'est pas une décision de trade, c'est pas un setup, c'est une idée que vous avez du marché, hein, mais le marché, comme on l'a vu, il peut diverger à la hausse par exemple, et c'est pas pour autant que le marché va se retourner, hein. Ça peut juste vous indiquer que dans le mouvement baissier, il se passe quelque chose et que ce mouvement baissier est en train de perdre de sa force. Mais il peut perdre de sa force très longtemps avant de se retourner. Et généralement, il se retourne lorsque vous voyez cette belle structure ici. Ok. Donc ça, vraiment, on va prendre tout ça, bien entendu. Mais les conditions sont très très importantes, hein. Il faudra faire très très attention à ça. Il faut savoir qu'une majorité de traders débutants ne calculent pas leurs risques, ce qui les amène à perdre la totalité de leur capital. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Vous ne pensez pas en pourcentage, mais vous pensez en ce que vous allez gagner. Par exemple, je ne sais pas, vous tradez avec... là, j'ai tout effacé. Vous tradez avec 1000 euros. Avant même de savoir ce que vous allez risquer, vous allez dire moi, je veux transformer ces 1000 euros en 1500 euros. Et tout simplement, vous allez vous dire ok, ici, j'ai un trade qui peut me permettre de m'offrir 1 x 2, donc je vais mettre, je sais pas, comment dire. Vous allez vous dire, ok, j'ai un trade qui peut m'offrir x2, donc je vais mettre 500 euros, et comme ça, je vais gagner mes 500 euros, enfin je vais les multiplier, ou je ne sais pas un petit peu comment vous pouvez fonctionner, ou je vais mettre 250 pour récupérer 500, etc. Mais sauf que si vous mettez 250 euros, on est bien au-delà des 5%. Et si ce trade se passe mal, hein, il est probable qu'il se passe mal si vous n'avez pas de plan, parce que le marché va se faire un plaisir de vous punir, parce que vous allez répondre émotionnellement, et le marché il est conditionné pour vous donner des émotions, et pour faire l'inverse de vos émotions.
le marché va vous donner une émotion positive, et une fois que lorsque l'émotion positive sera créée, il va faire quoi? Il va se retourner. Aussi simple que ça. Le marché a été conditionné pour ça. Il va vous donner un sentiment pessimiste, le marché va ne faire que monter. Jusqu'à ce que le sentiment redevienne positif, que vous achetiez et que le marché il se fasse un plaisir de se retourner. Le marché n'est conditionné qu'à faire ça. Le but du marché, c'est réellement de ne faire que ça. Donc, si vous mettez 20 ou 30% de capital, vous avez 1000 euros, donc je prends un chiffre rond pour que ce soit plus simple, bah, à partir, commencer avec moins 300 euros, bah, on se retrouve avec 700 euros et vos objectifs de 1500 euros, ils s'éloignent. Donc, vous allez avoir deux choix. Comprendre que vous avez fait une connerie, la bonne chose au final, ou de vous dire non, de rester buté sur l'avidité d'argent, on est humain, c'est normal, et de vous dire putain, j'ai plus que 700 euros, bon bah, tu sais quoi, je mets 500 euros et je vais essayer de faire x3. Bah là, c'est encore plus con. C'est encore plus con. Et au final, ce qui est très probable, hein, bah, c'est que le compte il fasse 700 moins 500 et qu'on se retrouve avec 200. Donc au départ, on était parti avec 1000 euros et puis on envisageait de 1500 et puis enfin, on envisageait de gagner 1500 assez rapidement et au final, on se retrouve avec 200 euros. Donc on est bien loin de l'objectif. Et juste par pur manque d'être discipliné en fait, ne pas être assez discipliné. Donc ça va être le but de ce cours aujourd'hui. Hein, et de tout ce que je vous explique un petit peu depuis tout à l'heure. Donc par exemple, un trader lambda possède un capital de 100 000 $, il décidera alors de se permettre une taille maximum par position de XX $. Donc si on part sur la règle des 5%, ce sera 5 000 $. Ensuite intervient le calcul du risque-reward, donc en français ce qui veut dire risque-rendement, ce qu'on a introduit en début de brief, enfin en début de cours. Ça c'est ce que vous comptez gagner, votre rendement, et ça c'est le risque. Le rendement doit être toujours, dans la majeure partie des cas, et c'est ce qu'on va vous enseigner, hein, être supérieur au risque. Donc ça c'est le rendement, ça c'est le risque, il faut un rendement supérieur au risque. Donc on parlera de risque-reward supérieur à 1 pour 1. Ce que vous gagnez vous rapporte plus ce que vous allez perdre. Par exemple, si on a un risque-reward de 2 pour 1 à chaque fois, vous allez gagner 2 fois plus que ce que vous allez perdre. Donc si vous misez toujours 100 euros, en tout cas si votre fenêtre de risque maximale c'est 100 euros, et ben dans tous vos trades, à chaque fois que vous allez perdre avec un risque-reward de 2 pour 1, vous allez perdre 100 euros, mais quand vous allez gagner 200 euros. Et on va se rendre compte, juste en partant de ce principe qui est très bête, hein, et ça d'ailleurs c'est ici, j'ai oublié d'ouvrir la charte, je vais ouvrir ça de suite, hop, donc ça va plus intervenir plus tard, hein, mais je vous ai mis cette petite charte. Donc ici, si vous partez simplement, et là vous allez vous dire putain mais le trading ça a l'air facile, mais il va falloir vraiment se discipliner. Si vous prenez toujours un risk-reward de 2 minimum pour vos trades, vous allez vous rendre compte que juste pour faire de l'argent, va falloir gagner minimum 34 fois. Vous allez pouvoir perdre plus de fois que vous allez gagner. Bah oui, c'est logique. Puisque si vous partez minimum sur un risk-reward de 1 pour 1, si vous gagnez 51 fois, vous faites de l'argent. Donc avec un risk-reward de 2 pour 1, si vous gagnez 34 fois, hein, si vous gagnez justement 34 fois le double, tout simplement, et ben on fait 34 fois 2. Donc ça fait, là si je ne dis pas de conneries, que je suis bien réveillé, 68, si je dis pas de bêtises, et j'espère ne pas dire de bêtises. Et donc on fait 100 moins 34, et on se rend compte que ça fait 66. Donc grosso modo, si par exemple votre fenêtre de risque c'est 1 euro sur 100 trades, vous perdez 66 fois, vous perdez 66 euros, vous gagnez 34 fois, vu que vous allez gagner 2 fois à chaque fois, vous allez gagner 2 euros 34 fois, vous allez gagner 68 euros. Donc oui, vous êtes plus rentable, vous faites du bénéfice en ayant gagné 34 fois et en ayant perdu 66 fois. Vous avez perdu plus de fois que vous avez gagné, mais vous faites plus d'argent. C'est logique, c'est là qu'intervient les notions de risk-reward et de win rate. Donc le win rate, c'est simplement le taux de réussite d'un setup. J'espère que vous me suivez un petit peu. On entend la TV derrière. J'ai pas du tout de télé si jamais, donc je sais pas du tout si... Ah ok, non, vous parlez entre vous. Ok, je pensais que c'était dans le brief. Parce que j'ai pas du tout de télé autour de moi, donc
J'ai un micro qui isole assez bien. Ok, 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 ok. Je pensais que c'était moi, je me disais merde, il n'y a pas de télé là. J'étais un petit peu en panique. Euh, donc voilà, donc ça c'était tout ce qui était notion de risk-reward et win rate. Le win rate, je le répète, hein, donc en français, on peut traduire ça de le taux de réussite. Le taux de réussite, win rate, c'est simplement sur 100 trades, combien de fois je vais gagner. Et par exemple, si vous arrivez à combiner les trois raisons qu'on a vues, donc raison 1, localisation, raison 2, momentum, raison 3, structure, j'espère que j'écris assez bien parce que là je vois c'est pas très joli, je vais essayer de réécrire. Mais troisième condition, structure, on part du principe que si vous appliquez ça sur vos setups, vous pouvez atteindre assez facilement minimum 45% de win rate. En tout cas, ça c'est mon avis. Et je dirais même plus qu'on peut même être plus aux alentours des 50 à 55, potentiellement aisément. Donc, si vous gagnez 55 fois sur 100 avec un risk reward de 2 pour 1, je vous laisse faire le calcul, mais vous allez faire énormément de bénéfices. Pas besoin de gagner 90 fois comme beaucoup de traders le pensent. Et ça vient aussi un petit peu du fait des menteurs, de ceux qui vendent des stratégies toutes faites avec oui, ma stratégie est rentable à 90% sur 100, je gagne 90 fois sur 100. Mais ça, c'est du bullshit. Parce que comme on l'a vu, par exemple, hein, dans le monde institutionnel, ils s'imposent généralement au minimum 50 à 50%. Pour eux, c'est d'excellents résultats. De réussir à gagner 50 à 55 fois sur 100, pour eux, c'est très bien. Donc dans le monde institutionnel, on essaye de se fixer à 50 à 50%, enfin 50 à 55%, et en dessous, on a les vendeurs de rêves qui disent oui, moi j'ai une stratégie à 90%. Ça, bien entendu, c'est du bullshit. Parce que si les gros portefeuilles, eux, arrivent à faire du 50-55, c'est pas le vendeur de rêve qui dit oui, moi j'ai une rentabilité de 90%, enfin, de 90%. Alors, si son backtest, c'est, je sais pas, 5 trades et puis il a gagné 4 fois sur 5, ou si c'est 6 trades et il a gagné 5 fois sur 6, c'est pas suffisant. Et ça, on va le voir. On peut pas créer un setup en l'ayant testé que 6 fois, hein. Ça, c'est pas possible. Faut l'avoir essayé au minimum 20 fois pour avoir ne serait-ce pardon, qu'un backtest assez intéressant. Moi, je dirais qu'il faut aller au minimum à 50 trades exécutés pour pouvoir en retirer un win rate assez signifiant qui peut commencer à signifier quelque chose, hein. Donc, par exemple, si vous tradez un setup, il marche, il fonctionne 3 fois d'affilée, que vous vous dites ça y est, j'ai trouvé ce qui fonctionne, non, parce qu'il peut fonctionner 3 fois d'affilée, mais derrière, vous pouvez perdre 6 fois d'affilée, par exemple, hein. Donc, c'est pour ça que le backtest, ça va être très très important, et ça, on y reviendra juste après. Donc, ça va être toutes les questions que vous allez devoir vous poser. Donc, ça, justement, Carré en parle juste après. Donc ça, c'est normal. Bon, j'ai un petit peu accéléré la chose, on va dire, et j'ai été un petit peu plus vite que la doc. Mais bon, c'est ce que je viens de vous expliquer, donc vous pouvez lire, hein, si jamais. Il est souvent dit qu'il faut minimum avoir ça. Voilà, je voulais aussi expliquer, hein. Donc voilà, Carré vous l'a expliqué. Il y a aussi ce petit tableau, si jamais, qui peut vous aider. Donc moi, j'ai mis la valeur supérieure. Donc ici, c'est écrit 33%, mais de mémoire, 33%, c'est simplement ne pas perdre d'argent. Donc le but, c'est d'essayer d'en gagner. Donc j'ai rajouté plus 1 dans la méthode de calcul, hein. Mais si on veut être à break-even, ici vous avez le bon calcul. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je viens de tout vous expliquer. Si vous avez du mal à comprendre, vous pouvez tout relire et ça pourra vous paraître un petit peu plus simple. Donc le travail sur soi, donc ça justement, ça va passer par la phase journal. Donc ça c'est ce qu'on va voir justement après. Bannir ses émotions, etc. C'est un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Ce qui va être très très important, bien entendu. Comme Carré le dit, bien souvent on a tendance à essayer une stratégie de trade, puis n'obtenant pas les résultats souhaités, on décide de la changer pour une nouvelle. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. À part si elle est totalement mauvaise, mais généralement c'est pas totalement mauvais, c'est le petit truc qui cloche ou avec lequel vous n'arrivez pas à exécuter correctement qui fait que le setup n'est pas rentable. Mais justement, cette petite doc, hein, dont on va aborder juste après, ça va vous permettre de voir ce qui cloche et de le corriger, ok? Donc ça va être très très important, hein. Donc ne jamais abandonner, toujours rester positif et de se dire ok, mon setup, si ça fonctionne pas sur ça et ça, c'est parce que peut-être j'ai ça et ça qui fonctionne pas. Ah, je vais regarder, je vais backtester, je vais regarder ok sur mes 20 trades, j'ai 20 trades perdants parce que j'ai agi comme ça, et si je regardais si j'avais agi comme ça. Et cette petite doc ici, ça va vous permettre par exemple, la localisation n'est pas bonne. Donc vous regardez, vous dites à chaque fois, ah ouais, quand le marché vient ici, en fait non, ça se passe pas comme prévu.
Ou le comportement, c'est vous, ce n'est pas le setup, mais c'est le comportement qui est mauvais. Vous êtes sorti trop tôt, trop d'émotions, trop tard, entré trop tôt, trop tard. Généralement, quand on sort trop tôt et trop tard, c'est parce qu'on a peur, donc potentiellement trop de capital engagé. Quand on entre trop tôt ou trop tard, dans le cas du trop tôt, c'est parce que vous êtes persuadé que le marché va monter ou descendre et ce n'est pas votre setup qui parle. Vous essayez de trouver votre setup et de l'appliquer alors qu'il n'est même pas présent sur le marché. Ça arrive énormément. C'est parce que vous avez un biais de ça va monter, ça va descendre, il faut en être, hein. Et de trader avec des biais, comme on va le voir, c'est pas ce qu'il faut faire. Ensuite, entrer trop tard. Donc là, vous avez vu par exemple les conditions de votre setup. Je ne sais pas, ça s'est fait pendant la nuit. Vous étiez en train de dormir. Vous vous réveillez, vous avez vu, putain, mon setup il était là. Vous vous dites, et vous dites, bon, allez, vas-y, je rentre maintenant. Bah non, vous êtes hors plan et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Le setup, il était là, t'étais en train de dormir. C'est pas grave, le marché sera encore là demain et dans 50 ans et dans 100 ans. Et tu seras encore là probablement, en tout cas, je l'espère. Pas dans le trading plan, donc c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer au final. Placement du stop incorrect, hein, généralement, ça me fait un peu penser à un Minddriver qui me disait je déplace souvent mes stops. Bah, généralement, ça peut ne pas être une bonne chose de déplacer son stop. Généralement, c'est parce que les émotions viennent, hein. Il faut vraiment essayer de bannir les émotions, donc on va voir ça aussi. Et je vous expliquerai un petit peu tout le reste parce qu'actuellement, c'est pas le but ici. Alors, vous devez définir des objectifs dans la construction du plan. Vos objectifs sont-ils atteints? S'ils ne le sont pas, qu'est-ce qu'il vous fait obstacle entre vous et votre objectif? Est-ce que votre setup de trade qui est mauvais ou votre comportement qui est fautif durant vos trades? Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu dans le démon finder. Donc trouver ces démons, trouver ce qui ne va pas en français. Gardez toujours en tête de rester patient, d'être persistant et de toujours garder un mental positif. Comme on l'a dit, positivité tout le temps. Je vous l'ai encore dit hier dans le premier brief, il me semble, positivité. C'est vraiment les valeurs que notre mentor nous a transmises, c'est positivité tout le temps. Le trading est loin d'être une activité facile et demande beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Ça c'est clair, c'est très difficile. Je suis pas là pour vous dire que c'est facile, que vous allez devenir milliardaire. Non, ça c'est pas mon rôle. Le trading, c'est vraiment difficile et il faut se discipliner et il faut se conditionner, hein, pour ne pas subir le marché, mais appliquer les règles qu'on attend du marché, les conditions qu'on attend du marché. Pour pouvoir gérer le trading, il faut pouvoir développer un bon capital mental. On parle de capital en dollars ou en euros, donc le capital monétaire, mais ce qui est très important, c'est le capital aussi mental, hein. Parce que si vous êtes tout le temps dans cet état de... je vais cacher la charte. Si vous êtes tout le temps dans cet état de... ok, ma psychologie fait yo-yo, donc ici je suis euphorique, ici je suis en dépression, ici je suis euphorique, ici je suis en dépression, euphorique, etc., ça ne peut pas fonctionner, hein. Ou si à chaque fois que vous déclenchez un trade, vous êtes dans l'anxiété, votre anxiété est ici, ça ne peut pas fonctionner non plus. Faut que l'anxiété, comme on l'a vu, elle soit toujours proche de zéro. Ça ne pourra jamais être proche de zéro, en tout cas pour très peu d'entre vous, parce que c'est très difficile. L'humain a été conditionné difficilement pour ne pas être anxieux. On reste des humains, on aura toujours des émotions, mais il faut savoir diminuer ces émotions au maximum. Donc le capital mental est très important. Si vous êtes tout le temps dans un mental breakdown, comme on appelle ça, donc un mental cassé au final, hein, vous êtes plus bactère, c'est pas bon. Donc ça, c'est un petit peu la courbe de votre mental. Il faut tout le temps que votre mental il soit un petit peu dans une dynamique haussière, comme on en parle dans les cours. C'est très important, avoir toujours la positivité et être en recherche de positivité. Parce que la positivité, elle n'a pas de limite. On peut tout le temps monter dans la positivité. Il n'y aura jamais un plafond de positivité où vous direz, là j'ai atteint mon plafond et puis je ne peux pas être plus positif que ça. Non, non, ça va toujours monter. Tant que vous penserez positif, la positivité augmentera. Et ça va être très très important. C'est pour ça qu'on va clôturer ce petit cours sur la positivité. Ok. Avoir un bon capital mental ne signifie pas seulement avoir une attitude positive, très important aussi, mais aussi des compétences permettant de produire des biens mentaux. Donc c'est ce qu'on vient de parler, ne pas être breakdown, etc. etc. Donc pour rechercher la positivité, pardon, ce n'est pas suffisant. Ça va vraiment être le gros du travail. Mais comme on l'a vu et comme je vous ai expliqué tout au long, il faut travailler justement sur son anxiété, sur son stress, etc. etc. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un bon capital mental, alors le trading n'est pas fait pour vous. Ou alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le trading n'est pas fait pour vous. Ça peut être fait pour vous, bien entendu, mais les conditions que vous imposez, par exemple, vous faites du day trading. Si vous avez une très mauvaise réponse, donc du day trading, pour ceux qui ne savent pas, c'est du trading journalier, hein. Donc exécuter des trades généralement tous les jours, donc des positions assez courtes, hein, qui s'ouvrent par exemple le matin et peuvent se clôturer 2 heures après. Donc ça c'est le day trading, ok? Vous pouvez ne pas être fait pour le day trading. Ne pas pouvoir encaisser, je sais pas, 5 à 6 trades par jour par exemple,
parce que émotionnellement, ça ne suit pas, l'anxiété ne suit pas. Du coup, va falloir changer. On ne peut pas rester sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas changer la conception de vous-même. Si pendant 30, 40 ans, vous avez été quelqu'un qui a très mal répondu à l'anxiété, c'est pas du jour au lendemain que cette anxiété, vous allez très bien y répondre, hein. Vous avez été conçu comme ça, vous avez grandi comme ça, vous avez habitué votre cerveau comme ça. Donc non, ça va être très compliqué, pardon, d'inverser ça. Donc peut-être passer sur du swing. Vous allez pouvoir baisser votre anxiété puisque vous allez faire peut-être moins de trades, ou en tout cas des trades un petit peu plus longs potentiellement sur la durée, avec un risque plus faible par exemple, donc pour toujours essayer de baisser cette anxiété. Et si jamais même le swing ce n'est pas fait pour vous, il vous reste un petit peu comme je les appelle les trades de cycle, hein, ou les investissements qui sont plus sur une échelle long terme, très long terme, et auquel cas on va apprendre à développer des stratégies d'investissement ou des stratégies purement de risk management, hein, donc de gestion du risque comme la stratégie SHAD, qui sont là justement pour tout le temps diminuer l'anxiété et ne pas regarder tous les jours où en est le marché, juste de acheter ici, poser ses objectifs là-bas, et tout ce qui se passe entre deux, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que le marché, il soit venu au point A, l'achat, au point B, la vente, et on encaisse la prise de profit. C'est tout. Et d'aussi, bien entendu, être d'accord si le truc va à zéro et meurt, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre plus de 5% par idée de trade. Parce que si on fait un investissement, qu'on met 20% et qu'on perd tout, bah vous perdez 20% de capital, c'est pas le but. Alors que si vous mettez 5% de capital ici, et auquel le marché va ici, il perd, je sais pas, 50%, au final vous perdez 2,5% de capital. C'est pas ce qui va vous détruire psychologiquement normalement, hein. Donc vous allez pouvoir tenir la phase où le marché peut aller ici pour pouvoir récupérer vos bénéfices lorsqu'il ira ici. Ça c'est très important. Ok? Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu terminé pour l'introduction à l'autodiscipline et ça va être très très important. Tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai passé 1 heure dessus, du coup, bon, un peu moins, 50 minutes, mais ça vraiment, ça va vraiment être la source principale de notre travail. Donc pour les élèves qui regardent ça en rediffusion, vraiment faites ce travail-là parce que ça va être ce qui va nous servir de support. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir euh, trouver le profil que vous avez. Vous n'allez pas pouvoir connaître votre adhérence à la gestion du risque et j'espère que ça se dit, que c'est français, j'espère. Je suis un peu fatigué ce matin, j'ai du mal un petit peu à trouver mes mots, mais j'espère que vous allez pouvoir suivre en fait ce processus qui va vous guider et vous construire au final, hein, et apprendre à vous connaître pour justement établir un trading plan qui vous correspond. Et ce n'est pas parce que, comme on l'a dit, hein, que Monsieur A fait comme ça et que ça marche pour Monsieur A que ce que fait Monsieur A va fonctionner pour Monsieur B. Non, Monsieur B doit trouver ce qui fonctionne pour Monsieur B. Et ça, c'est très important. Et inversement, ce qui fonctionne pour Monsieur B ne fonctionnera pas, ou peut-être pas, pour Monsieur A. Donc il faut vraiment trouver soi-même et ne pas suivre ce que font les autres, parce que ce que font les autres ne vous correspondra peut-être pas. Ok? Donc ça c'était introduction à l'autodiscipline. Maintenant le processus évolutif de tout trader, donc ça c'est plus axé sur ce que vous allez devoir faire aussi, bien entendu, hein. Donc là, je vous ai passé tout ça parce qu'au final, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu. Est-ce que vous devez lire, hein, je vais pas vous lire, c'est vraiment vous qui devez lire cette doc. Vous devez vraiment lire cette documentation. Mais moi, ce que je voulais revenir, enfin, sur la chose dont je voulais revenir, c'était le paper trading. J'ai abordé ça très rapidement, mais vous n'allez pas trader réellement dans un premier temps. Vous allez trader en paper, c'est-à-dire vous allez écrire vos trades sur papier et vous allez en apprendre le résultat. Et lorsque vous aurez vos 20 premiers trades sur paper, vous allez faire une petite revue et vous allez pouvoir aller justement dans trouver ces démons dont on parlera après. Mais les 20 trades sur paper vont vous montrer dans un premier temps si sur ces 20 trades, vous avez pu être rentable. Si vous ne l'êtes pas, on va voir comment faire justement grâce au Demon Finder et avec la revue justement d'analyse de vos setups, de se dire ok, qu'est-ce que je pourrais changer pour améliorer mon setup et qu'il devienne rentable. Parce que vous ne le savez pas. C'est un petit peu comme à l'auto-école, quand vous commencez à apprendre à conduire. Vous ne pouvez pas aller sur la route alors que vous ne savez pas embrayer, par exemple. Vous ne savez pas passer la première. Ça, c'est impossible. Bah, c'est pareil pour le trading. On ne peut pas aller directement miser son argent sur les marchés alors qu'on ne sait même pas si on est capable d'être rentable. Donc c'est pour ça que ces 20 trades, hein, et juste en paper, vont être très importants dans un premier temps. Pour certains, 20 trades sous paper, ça va suffire d'avoir 20 échantillons de trade, 20 échantillons, donc 20 résultats, et de se dire ok c'est rentable, je suis prêt à l'appliquer, je sais totalement l'appliquer.
Pour d'autres, ça va plus être 30. Pour d'autres, ça va plus être 40. D'autres 50, etc., etc. Et on restera sous paper tant qu'il le faudra. Tant qu'on ne sera pas à l'aise de se dire je suis pas à l'aise là de risquer mon argent, j'ai envie de rester sous paper, on restera sous paper et on fera du paper. Donc le paper, c'est écrire ses trades sur écrit. Enfin, c'est écrire ses trades sur papier ou n'importe, mais avoir, ne pas réellement miser son argent, faire comme si on misait l'argent, mais ne pas la miser. Ok, donc ça vous évitera aussi cette phase d'anxiété. Donc, par exemple, quelqu'un qui achète ici sous paper, si le marché va ici, il en a rien à foutre, c'est du paper. Alors que s'il avait réellement mis son argent, bah là vous allez être mal. Là on est d'accord là-dessus, vous allez plutôt être mal. Donc le but, ça va vraiment être de limiter au maximum ce mal-être. Et pour limiter ce mal-être, on passera par le paper trading. Donc ça, ce sera très très important. C'est ce qui est expliqué dans cette doc, hein, et je vous laisserai du coup la lire. Et aussi tout ce qui précède, c'est tout ce que je vous expliquais au final avec mes petits schémas sur TradingView qui, j'espère, sont assez clairs. Ok? Donc là, on va apprendre à créer un journal. Donc là, de suite, là, pour ceux qui sont en rediff, vous pouvez mettre pause, hein, et juste copier ça. Et pour les autres, actuellement, ceux qui sont dans le chat, sur le Discord, tout simplement, vous allez vraiment prendre ça comme exemple et vous allez créer votre journal. Et vous allez vous dire, mais il nous prend pour des enfants, il nous prend pour des gamines adolescentes de 14 ans. Du tout, du tout. Le journal, ça va vous permettre d'avoir une trace écrite de tout ce que vous faites et de toutes les erreurs que vous pouvez faire pour ne plus les reproduire. Parce que le but, c'est de devenir la meilleure version de soi-même sur les marchés. C'est clairement ça le but. Et si vous notez pas, parce que souvent on dit oui, j'ai fait cette erreur, je la reproduirai plus, j'ai appris. Bah non, en fait, parce que des erreurs, tu vas en faire tellement, tu vas en oublier certaines, et, euh, et ça sert à rien, tu vas les reproduire sans cesse et sans cesse. Faut vraiment écrire ces erreurs. Donc, première question que vous allez vous poser tous les jours, est-ce que je me sens bien? Ça va être important. Si vous avez un mental breakdown, donc un mental cassé, ça va être compliqué de trader. C'est impossible limite. Enfin, moi je dirais même que c'est impossible, donc non, ça ne sert à rien. Pas de trading si vous êtes mal. Donc vous allez vous dire, ok, aujourd'hui je me sens bien, je suis positif, et tout le temps vous dire que vous êtes positif au final, hein, et vous allez voir que vous allez bien commencer votre journée. Le soir, avant d'aller dormir, après votre session de trading, est-ce que j'ai vu quelque chose dans le marché à noter aujourd'hui? Vous notez ce que vous avez vu dans le marché. Par exemple, je dis une bêtise, aujourd'hui, j'ai repéré, je sais pas, je prends une connerie, un asset, donc j'ai repéré, bon, je vais dire une connerie, j'ai repéré Stratis, setup potentiellement intéressant. Vous notez ça. Et rien que de le noter le lendemain, quand vous allez relire votre journal, parce que oui, tous les matins, il faut relire son journal, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, hier j'ai noté Stratis setup potentiellement intéressant, je vais aller revoir ça. Ok? Ou par exemple, j'ai repéré, je sais pas, je dis une bêtise, perte de force momentum sur BTC. Voyons. Ensuite, là, comme ça, le lendemain, vous dites, ok, j'ai vu une perte de momentum. Et vous allez pouvoir commencer votre journée avec la dernière information que vous avez pu prendre du marché la veille. Ensuite, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Bon, ça, j'espère que vous allez écrire ça dans votre journal tous les jours avec les briefs, mais c'est très important de noter ce que vous avez appris pour l'apprendre en fait. Quand on est à l'école, on note des cours, c'est pour apprendre, c'est la même chose dans le trading. Il va falloir écrire tout ce que vous apprenez pour que l'info puisse bien entrer. Et le lendemain, vous allez la relire, vous allez relire ce que vous avez appris la veille, et cette information, vous l'aurez définitivement. Et comme ça va pouvoir rester, et vous allez avoir un apprentissage qui sera bien plus simplifié. Ensuite, suis-je en train de respecter mon plan? Donc ça, personnellement, de base, c'est pas une condition qui fait partie de votre journal, mais moi, je tiens à la mettre. Personnellement, je l'ai. Ça va être très important de ne pas se voiler la face, d'esquiver, de se dire, ouais, je suis pas en train de respecter mon plan, mais vas-y, c'est pas grave, de toute façon, je m'en sors très bien. Non, non, non. Suis-je en train de respecter mon plan? Si la réponse c'est non, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne respectez pas votre plan? Quelles sont les raisons qui font que votre plan n'est pas respecté à l'instant T? Et ça va être très important. Donc tous les jours, suis-je en train de respecter mon plan, oui ou non, et sinon, pourquoi je ne le respecte pas? On peut rajouter d'autres questions. Si vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête, vous rajoutez, mais ça, c'est un petit peu les 4 bases, j'ai envie de dire, à vraiment se poser tous les jours. Ok? Donc Carré, il a mis un exemple de son journal, par exemple, je vous laisse regarder dans le drive si jamais. Mais Carré, il a mis un petit exemple de son journal, et je pourrais aussi vous mettre un exemple du mien. Bon, moi, j'utilise pas Google Docs, du coup, ça va être compliqué, je suis plus sur OneDrive. Je trouve que l'organisation est potentiellement mieux. En tout cas, je m'y retrouve mieux
J'ai fait un temps sur Google Doc, maintenant je suis sur OneDrive, mais je pourrais vous mettre quelques petits screens de quelques journées que j'ai trouvées intéressantes à vous partager. Ça peut être il y a 2 ans, 3 ans, ça peut être il y a une semaine, ça peut être hier. Si jamais ça vous intéresse, on pourra voir ça ensemble. Bon, après, il y a des petites choses personnelles, bien entendu, hein, donc je vais cacher quelques petites choses. Parce que, comme j'ai dit, comme j'ai dit, on est tous humains, donc voilà, j'ai des choses qui peuvent m'arriver, des choses personnelles, et qui peuvent impacter sur mon trading, donc je les note, mais si jamais tout ce que j'ai appris, etc., je pourrais, euh, je pourrais vous le montrer, il n'y a pas de souci. On peut même la rajouter hein, potentiellement. Euh, est-ce que, est-ce que je me rapproche, je me, j'ai du mal à écrire de mes objectifs. Est-ce que je me rapproche de mes objectifs? Oui ou, enfin, si oui, oui, non, on va plus mettre oui, si non, pourquoi? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas de vos objectifs? Peut-être parce que le plan n'est pas respecté, etc., etc. Et ça sera des questions à pouvoir se poser. Donc voilà, vous pouvez l'ajouter, mais ça, c'est pas obligatoire, je peux le mettre en parenthèse. Ça dépend un petit peu de chacun. Si vous voulez le rajouter, vous pouvez le rajouter ou pas tous les jours, hein, parce que bon, on va pas se demander tous les jours si potentiellement on se rapproche de ses objectifs, hein. Si c'est des objectifs long terme, on va pas se demander tous les jours si on est en train de s'en rapprocher. Par contre, si des objectifs court terme, oui, tous les jours, on peut se poser cette question de est-ce que je me rapproche de mes objectifs? Donc ça va être la création du journal. Donc vraiment, vraiment, copiez ça et faites-le vraiment. Et tous les jours. Enfin, si vous êtes investisseur et que vous regardez le marché une fois par semaine, ça va pas servir, mais à chaque fois que vous vous jetez un œil sur le marché, on peut totalement écrire des choses dans son journal. Et peut-être que vous n'allez pas apprendre quelque chose, je sais pas, demain, après-demain. Bon, avec l'école, ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, j'espère que vous allez apprendre des choses tous les jours. Mais il y a des jours où on n'apprend pas forcément quelque chose, hein. Donc, il y a peut-être des questions qui seront vides de jour en jour, où il y aura peut-être des petits trous de jour en jour, mais il faut continuer de remplir son journal. C'est ce qui va vous construire pour la suite. Ensuite, ça, comme je vous ai montré, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le paper, hein. Donc là, vous allez inscrire par exemple la date. Est-ce que c'était un long ou un short? Donc un long, un achat, un short, une vente à découvert. C'était quelle paire? Donc est-ce que c'était Bitcoin? C'était n'importe quel asset. L'entrée, la prise de profit, stop trading. Donc est-ce que vous avez un stop qui bouge, une gestion du risque par exemple à la setup R2D2? Donc on en parlera aussi lorsqu'on parlera de ce setup. Où était votre stop? Quel était le sizing de la position par exemple? Etc. Etc. Donc tout ça, ça se calculera automatiquement et tout ça, on pourra aussi le mettre justement, comment dire, on pourra le calculer automatiquement. En tout cas, ça devra apparaître sur vos trades. Par exemple, j'ai décidé de risquer 200 $, j'ai décidé de gagner 500 $, etc., etc. Quel était mon RR? Donc mon risk reward ici 2,5. On regarde si tout le temps on prend un trade de 2,5, on peut gagner 30 fois sur 100 et faire de l'argent. Ok? Ça va être très important aussi. Donc ça, ce sera sous paper. Donc avant de créer le paper avec les conditions, bah, va falloir trouver ces conditions. Donc ça, c'était la première intro, hein, ce qu'on avait vu. Quelles sont les conditions? Donc localisation, confirmation momentum, structure, hein. Donc quelle localisation vous allez utiliser? Ça va être Fibonacci, les moyennes mobiles, etc. Donc ça, on va voir tout ça ensemble quand on commencera les cours. Mais on le voit aussi déjà dans les briefs, hein. Mais quand je vais commencer les cours sur un module, donc localisation, on va essayer de répondre à ces questions et on va voir ça dans les briefs, ne vous inquiétez pas encore tout le temps. Euh, donc par exemple, ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu, etc. etc. Donc le net gain, est-ce qu'au final c'est un gain ou une perte, etc. Les remarques, donc vous pouvez écrire des remarques, je me suis senti bien pendant ce trade, etc. Le trade s'est bien déroulé, le marché a atteint les objectifs assez rapidement, etc. etc. Ou j'ai eu une phase de doute, où j'ai voulu couper mon trade trop tôt, j'ai bien fait, je n'ai pas cédé aux émotions, etc. Et une image du trade, comme ça vous pouvez savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc ici c'est un setup de continuation, hein, donc un creux, deux creux, trois creux. Notre structure pour moi qui se trouvait juste ici, l'entrée qui s'est faite sur ce niveau et ensuite la prise de profit qui s'est faite simplement sur le niveau AB égale CD. Ok, donc ça c'était pour le setup de continuation. Et on écrit aussi les remarques sur l'image. Si on se dit ok, finalement je suis pas tellement bien entré, mon exécution n'était pas bonne, malgré que le trade a été réussi, hein. D'ailleurs, vous pouvez avoir une excellente exécution et le trade ne réussit pas. Bon, c'est le marché qui donne l'issue finale, hein. Ou avoir comment dire, avoir une exécution mauvaise au final, s'en rendre compte après, et le marché vous a donné un gain. Ça arrive aussi. C'est pas parce qu'on a une excellente exécution que ça va forcément être un gain, etc.
Mais ce qui est très important, c'est bien entendu de toujours entrer selon les conditions que vous vous êtes imposées. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait vos 20 trades minimum, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est trouver ces démons. Donc là, ça va être identification de l'échec du setup, ça on en a parlé, hein. Une structure de marché pas valide sur l'unité de temps supérieure. Donc ça, si c'est une condition par exemple propre à vos setups, ça peut être quelque chose de coché. Localisation pas correcte, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Pas de croisement EMA. Donc par exemple, si votre confirmation momentum, c'est les croisements des moyennes mobiles, hein, qu'on verra et qui sont expliqués dans les cours actuellement, déjà cours écrits, et ben tout simplement, vous n'avez pas de confirmation momentum. Donc ici, on note, hein, on met une petite croix. Pas de confirmation momentum. Par exemple, ici, 3 creux ascendants ou 3 sommets descendants, par exemple. Donc là, c'est plus pour un setup de continuation. Est-ce que j'ai bien respecté ça? Est-ce que ma structure est bien proche des 0,25 ou non? On note. Si c'est pas le cas, c'est que c'est une mauvaise chose, hein. Si vous êtes, pardon, comment dire, conditionné, enfin, vous avez conditionné votre setup pour ces raisons. Si on ne respecte pas ces raisons, ça ne va pas. Comportement, tout ce qu'on a vu, hein. Sortie trop tôt, sortie trop tard, entrée trop tôt, entrée trop tard. Donc tout ça, c'est les émotions qui vous font agir et sortir de votre trade. Pas dans le trading plan. Donc là, vous avez pris un trade pas du tout dans le trading plan. Vous cochez, ça c'est très mauvais. Placement du stop incorrect. Par exemple, je ne sais pas, erreur de manipulation ou émotionnellement, vous n'avez pas pu placer votre stop là où il aurait dû être posé. Ça peut arriver aussi. Mauvais size trade. Donc ça, c'est une mauvaise taille de position. Le risque bien trop grand où le trade n'était pas prévu. Par exemple, le trade était en dehors de vos horaires de trade, hein. Par exemple, si vous devez arrêter à 22h et qu'à 23h, vous déclenchez votre trade et que vous allez dormir et que normalement vous ne devez pas trader, eh ben, ça peut aussi mal se passer. Le trade n'était pas prévu. Et à quoi ressemble un trade idéal? Bah, ça, c'est toutes les conditions justement que vous êtes imposées dans votre setup initial. Donc ça va être très important. Et du coup, bah, déterminer quelle erreur est la plus récurrente et l'éliminer au plus vite, bah, c'est logique, hein. Si sur vos 20 trades, il y en a 12 à chaque fois où on voit l'erreur suivante, pas de croisement EMA par exemple, et ben le problème peut venir d'ici et on regarde si on corrige, si justement on ajoute ces croisements EMA, quel trade aurait pu être gagnant et quel trade aurait pu être perdant, et si ça augmente le win rate, on garde. Si ça le baisse ou si ça change rien, c'est que l'erreur ne vient pas d'ici et on cherche ailleurs. Et l'objectif, ça va être d'augmenter le taux de réussite. Ok, ça va juste être ça, d'augmenter le taux de réussite sans augmenter le taux de risque ou très peu, parce que des fois, juste en augmentant un tout petit peu le taux de risque, on peut vraiment faire monter un peu plus, hein, le rendement, en tout cas bien plus que le risque a été augmenté. Donc ça sera aussi à étudier, hein, mais ce n'est pas parce que vous allez augmenter votre risque que automatiquement votre rendement va faire ça. Je veux vraiment mettre, mettre l'accent sur ça. Voilà. Donc ça, c'était concernant trouver ces démons. Donc ça va passer, comme je l'ai dit, après la phase paper trading. Ensuite, comment choisir ces indicateurs techniques? Donc ça, on me demande souvent, euh, par exemple, comme j'ai dit ce matin, ou comment se servir des indicateurs techniques. Par exemple, ce matin, on m'a demandé, et j'ai vu dans la doc du plan stratégie Chad, que toi, William, t'attendais qu'il sortait de son état de stupidité et Carré voulait le voir stupide. Bah ça, c'est mes conditions personnelles. J'ai essayé au passé, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Si Carré a essayé une autre chose et que ça fonctionne le mieux pour lui, eh ben, il va prendre ce qui fonctionne le mieux pour lui et moi, je vais prendre ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc je vous laisse lire un tout petit peu l'introduction et qui vous explique tout simplement pourquoi c'est important d'utiliser les bons indicateurs techniques, en tout cas comment trouver ces indicateurs techniques. Donc il y a les indicateurs techniques de momentum, donc c'est ce qui permet de traduire la force et la vitesse du mouvement, bien entendu, hein, et d'identifier des essoufflements, donc c'est ce que je vous explique à chaque fois, le mouvement perd de sa force, le mouvement gagne en force, le mouvement baissier perd de sa force, etc. etc. Les signaux détectés sont souvent faibles, il est préférable d'utiliser les divergences avec la courbe du prix avec ce type d'indicateur. Bon, hein, généralement, un indicateur de momentum, on l'applique sur le cours, on regarde comment réagit le cours. Donc là, ce sera pour traduire tout ce qui est convergence, divergence, etc. Tout ça, c'est expliqué dans les cours, si jamais, mais bien entendu, j'y reviendrai dans tous les briefs et dans certains cours, ok? Alors, il y a aussi les oscillateurs. Les oscillateurs sont souvent bornés, hein. Donc un oscillateur, c'est, moi, je considère l'oscillateur. Donc ça, c'est pas un oscillateur. Vous voyez, MACD n'est pas bordé. C'est-à-dire que MACD ou MACD, ça dépend comment vous le prononcez. MACD peut aller ici ou MACD peut aller là-bas. Il n'y a pas de limite à MACD, hein. Tant que le marché monte, MACD peut monter. Tant que le marché baisse, MACD peut descendre. Par contre, on a les indicateurs qui sont bornés. Donc moi, je considère le RSI comme un oscillateur. Le RSI est borné, hein.
Quand vous dépassez les 70, on a une condition de surachat. Quand vous descendez en dessous des 30, on a une condition de survente. Ok. Et on a aussi du coup ce qu'on utilise beaucoup, hein, nous, donc ce qui est tout simplement euh, William R, bien entendu. Je vais essayer de vous afficher ça. Hop, je vais aller dans mes templates, ça va être plus simple. Donc on a William R ici, donc nous, on a rajouté une MA13. Hein. Et ben, William R aussi est un oscillateur puisqu'il indique des conditions de surachat et de survente. Et vous allez voir, lorsque vous allez trader, lorsque vous allez trader, non, lorsque vous allez, pardon, essayer vos setups sur Paper, vous allez voir, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec des conditions de surachat et de survente, hein, donc de trouver des divergences par exemple lorsque le marché pardon, est dans un état de surachat ou de survente, ou est-ce que vous en avez rien à foutre? MACD suffit amplement pour vous. Par exemple, dans mon cas, la condition de surachat et de survente n'intervient pas grâce au RSI, elle intervient grâce à William. Je m'aide beaucoup, j'aime beaucoup voir des divergences se développer lorsque je suis justement dans des conditions de surachat et lorsqu'on sort de ces conditions de surachat ou de survente, par exemple. Ok. Donc ça, c'était pour les oscillateurs. Certains vont vouloir un indicateur qui est borné pour les aider un petit peu à la prise de décision, hein, de se dire, ok, quand c'est suracheté, je vais éviter de chasser des trades à l'achat. Quand c'est en survente, je vais éviter de shorter, bien que le marché peut continuer de baisser, hein, et de poursuivre le mouvement assez fortement. Mais ça peut vous aider un petit peu à la prise de décision. Ensuite, on a les indicateurs techniques de volatilité, donc tout ce qui est bande de Bollinger, etc., etc. Donc ils traduisent la nervosité, le manque de décision et permettent de mesurer le degré de risque. Par exemple, de se dire, ok, quand mon marché est trop volatile, je vais éviter d'agir dessus. Ou justement, quand il n'est pas volatile pour l'investissement, c'est ce qui m'intéresse. Ou justement, vous avez un profil où vous aimez la volatilité, donc quand le marché n'est pas volatile, ça ne vous intéresse pas, vous allez chasser ailleurs. Vous voulez un marché volatile, ça dépendra un petit peu de vous. Ou alors la volatilité peut ne même pas faire partie de votre trading plan, vous vous en foutez que le marché soit volatile ou non, ce n'est pas important pour vous. Personnellement, dans mon cas, et je m'en fiche un petit peu que le marché soit volatile ou non, à part bien entendu pour mes stratégies SHAD et les stratégies de cycle pardon, qu'on verra un petit peu dans les prochains briefs. Je veux vraiment une volatilité qui est morte, hein, pour ça. Et je pars du principe que si je dois m'intéresser à un marché, c'est que personne ne s'y intéresse. Ensuite, on a l'indicateur technique de volume. Donc ça, bien entendu, ça peut être le volume ou les momentum basés sur le volume, tout ce qu'on a vu comme l'OBV. Hein. Est-ce que l'OBV peut faire partie d'une de vos décisions de trading? Juste ici, l'OBV, d'ailleurs, il faut que je change un petit peu le format. Hier, on m'a dit pour diminuer les valeurs. Mais est-ce que l'OBV peut faire partie d'une de vos raisons? Est-ce qu'une entrée et une sortie de capitaux peut faire partie d'une de vos raisons de setup de trading, hein? Donc ça va falloir essayer sous Paper. Tant que vous n'essayez pas sous Paper et que vous ne pouvez pas backtester, vous n'allez pas pouvoir savoir. On ne peut pas se dire à l'avance. On peut avoir une petite idée, mais on ne peut pas l'affirmer, hein. Avoir une idée et l'affirmer avec des stats, hein, des chiffres, c'est complètement différent. Et ensuite, des indicateurs de tendance, hein. Donc là, je sais pas, je pense par exemple à l'ADX, je pense aux moyennes mobiles. Donc par exemple, le biais institutionnel, hein, ou le biais MA13, MA30, etc., etc. Donc là, je vais cacher. Par exemple, on peut se dire, lorsque le biais est boule, on est dans une tendance haussière. Lorsque le biais est bear, on est dans une tendance baissière. Lorsque le biais est boule, tendance haussière, etc., etc. Tendance haussière ici, ça peut vous aider à identifier la tendance. Et par exemple, vous pouvez vous dire, eh ben moi, je vais chercher des setups haussiers que lorsque mon biais sera haussier. Quand mon biais sera baissier, je vais chercher des setups baissiers, par exemple. Donc ça, c'est des conditions que vous pouvez vous poser à l'avance. Ok. Donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui était indicateur technique, hein. Donc généralement, ce qui est basé sur le momentum ici. Les indicateurs techniques vont vous permettre de répondre aux conditions de confirmation momentum et d'autres vont se dire, je n'ai pas besoin d'indicateur technique. Et certains traders trade sans indicateur technique. Et comme on l'a vu, on a vu des concepts de momentum grâce à, comment dire, grâce justement au concept de trendline. Dans les cours, je vous ai appris qu'on peut avoir une confirmation momentum sans indicateur. Il n'y a pas besoin de momentum, juste avec les concepts de trendline qui sont très très intéressants et comment justement avoir des confirmations momentum grâce au trendline. Donc ici, pas besoin d'indicateurs, on fait l'impasse sur ces indicateurs. Conseil, n'utilisez pas plus de 5 indicateurs. Beaucoup de traders vont essayer d'avoir un maximum de confirmations possible, hein, mais vos indicateurs, au final, il y en a certains qui vont se contredire et la prise de décision sera mauvaise parce que vous allez vous dire à chaque fois ici, mon indicateur, au final, il m'indique pas de bonnes choses ou lui, il est en contradiction avec lui, donc je peux pas agir. Non, maximum 5 indicateurs et moi, personnellement, je vous en recommanderais
Ouais, au maximum, ouais, 5 non 5 ça me paraît bien, moi je suis assez d'accord avec Carré là-dessus. 5 indicateurs, ça me paraît assez correct. Par exemple, moi, hein, pour mon template Smiling Setup ou Shad, j'ai volume OBV, donc pour moi, volume OBV, je m'en sers comme un indicateur simple. Je ne dissocie pas ces deux indicateurs. Pour moi, le volume et l'OBV donnent une information assez similaire, donc je compte ça pour un indicateur. Les traductions de surachat et de survente grâce à William, un indicateur, donc deux indicateurs, MACD, troisième indicateur, donc je peux prendre une décision juste avec trois indicateurs ici. Ensuite, je peux trouver d'autres raisons, par exemple grâce au biais MA13 et MA30 dont je me sers beaucoup pour mes stratégies chat. Donc ici, je suis grosso modo à 4 indicateurs maximum. Mais je n'ai pas besoin d'avoir le go, par exemple, hein, de ces 4 indicateurs. C'est pas parce que ces 4 indicateurs ne sont pas OK que je n'ai pas le go. Ce qui est le plus important pour moi, c'est des conditions que je me suis imposées. Si je retrouve les conditions que je me suis imposées grâce à ça, ou ça, ou ça, ou la structure, ou la localisation, ou tout ensemble, généralement c'est tout ensemble, là ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir les 4 OK. Par contre, je peux trouver des conditions. Par exemple, si je ne la trouve pas sur MACD, je peux peut-être la trouver grâce au biais, hein, au carré bias, donc qui est le biais MA13, MA30 potentiellement. Ok, donc on peut combiner, mais on n'est pas obligé d'avoir le go de tous les indicateurs d'un coup. Je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça. Ok, donc voilà, ça c'était le premier conseil. Le second conseil, coupler différents types d'indicateurs, inutile d'utiliser des indicateurs du même type. Par exemple, MACD, RSI, les combiner, ça ne sert à rien. Ce sont deux indicateurs de momentum basés sur le prix. Ils vous donneront dans 90% des cas la même information. On peut prendre un MACD et un RSI et on verra que dans 80 à 90% des cas, on a les mêmes divergences, on a les mêmes patterns puisque ce sont tous deux des indicateurs de momentum. Bien que MACD est un indicateur de momentum qui est brut, alors que lui, le RSI, on y a appliqué une méthode de calcul. Donc il est un petit peu plus différent. C'est pour ça que je préfère MACD, mais d'autres vont préférer le RSI pour ses conditions de surachat et de survente, et je le comprends totalement. Et je peux même me servir dans différents setups du RSI comme confirmation momentum, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, la troisième raison, enfin le troisième conseil, trouver la meilleure manière d'utiliser l'indicateur. Hein, par exemple, comme vous l'avez vu dans les cours, l'indicateur, il y a justement, par exemple, je prends MACD, mais bon, faut que je remette MACD. Où es-tu? Juste ici, par exemple, d'autres vont se servir des croisements. Ça peut être la première raison sur MACD. D'autres vont se servir des structures. Donc ici, convergence. Si mon cours fait un W, si mon MACD fait un W, j'ai une convergence. Si mon cours augmente et mon MACD augmente, j'ai une convergence. D'autres vont vouloir uniquement des divergences. Lorsque le momentum, donc lorsque l'indicateur, n'est pas en accord avec ce que fait le prix. Par exemple, mon prix ici, il fait ça, mais mon momentum, lui, il fait ça. Donc ici, on a divergence. Le momentum n'est pas en accord avec ce que fait le cours. Et donc ça peut aussi être une des fonctionnalités de l'indicateur. Donc comme on a vu par exemple ici, première raison, le croisement. Deuxième raison, la convergence, hein. Donc convergence. Troisièmement, donc lorsque l'indicateur est en accord avec ce que fait le prix. Et troisièmement, la divergence. Et personnellement, je utilise majoritairement, dans 80 à 90% des cas, la divergence. Voilà, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va fonctionner le mieux pour vous. Donc ça, c'était aussi le troisième conseil, hein. Donc Carré ici préfère lui aussi coupler les divergences. Ça, bon, je suis assez d'accord là-dessus, hein, mais on peut totalement trouver des confirmations momentum qui fonctionnent sans, sans divergence. Par exemple, j'aime beaucoup utiliser le RSI comme convergence généralement, hein. Enfin, pour ces raisons de convergence, c'est lorsque j'y applique tout simplement RSI, lorsque j'y applique, et comme je vous l'ai expliqué dans les cours sur le RSI, tout simplement les concepts de trendline et de structure. Tout simplement. Par exemple, ici, on le voit. Je vais essayer de cliquer, de vous montrer ça. Ici, j'ai ma petite trendline, je trace, cassure de trendline, structure de l'autre côté, je repasse sur un momentum qui est bullish. Ici, j'ai ma confirmation momentum. Rappelez-vous, on veut la structure de l'autre côté de la trendline. D'ailleurs, ici, le RSI en daily sur le Bitcoin, hein, je fais un petit parallèle, mais il est en train de nous indiquer que les bulls sont en train de perdre le momentum et de s'endormir un petit peu, et qu'on est probablement ici dans une petite phase de consolidation, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais vous voyez, ici, on peut totalement se servir du RSI d'une autre manière. Trendline, structure, pas besoin de divergence. Ici, on a convergence, mais on peut avoir notre confirmation momentum. Comme on l'a vu, les croisements, par exemple, ou la traduction ici sur le RSI de la zone de survente ou la zone de surachat,
convergence ou divergence. Plusieurs raisons de se servir, enfin plusieurs conditions ou plusieurs raisons pour pouvoir agir grâce à son indicateur, plusieurs utilités à celui-ci. Comprenez bien comment fonctionne votre indicateur. Bien entendu, tous les indicateurs qu'on utilise sont expliqués dans les cours. D'ailleurs, je sais que vous aimez beaucoup Ishimoku. Je vais vous préparer un petit cours sur Ishimoku parce que je sais utiliser Ishimoku. Donc voilà, comment fonctionne votre indicateur afin d'identifier ses qualités et défauts dans votre stratégie de trade. Il n'existe pas d'indicateur parfait. Ça, c'est vrai, il n'y a pas d'indicateur. Vous devez utiliser MACD. Non, vous devez utiliser RSI ou vous devez utiliser Ishimoku ou vous devez utiliser blablabla. Il n'y a pas d'indicateur magique. C'est ce qui fonctionne le mieux pour vous et comment vous appliquez cet indicateur au final à votre setup et à votre trading plan. Certains indicateurs seront plus fiables dans certains états de marché que d'autres. Par exemple, dans un état de marché en tendance, dans une tendance assez forte, les oscillateurs peuvent être plus intéressants, par exemple, qu'un MACD, puisqu'ils pourront traduire justement des zones de surachat et de survente, donc refléter un petit peu la force de cette tendance. Parce qu'on le répète, en mettant que votre indicateur reste en état de surachat, ça vous montre que le mouvement tendanciel est assez fort. Mais quand on quitte justement cette zone de surachat, ça invite à penser à la prudence. Mais ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça invite à penser à la prudence. Mais ce n'est pas parce que généralement j'entends ça, ce n'est pas parce que généralement on est dans cette zone de surachat que ça y est, le marché va se retourner. Non, le marché ne va pas se retourner juste parce qu'on est en zone de surachat. Justement, le marché va peut-être continuer son mouvement, voire même pousser à la divergence pour le continuer, mais il ne va pas se retourner parce qu'on arrive en zone de surachat. Il y a vraiment une mauvaise compréhension là-dessus, généralement des traders ou des analystes techniques. Ensuite, comment utiliser les informations délivrées par les indicateurs, ça c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Donc zone de surachat, zone de survente, convergence, divergence, etc., etc. Donc ça va falloir tester et savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous. À partir de ce stade et de toutes les informations nécessaires à votre développement qui vous sont fournies, vous êtes maintenant en mesure de construire votre arsenal d'outils techniques. Comme je le conseille par moment, votre trading plan doit contenir au moins 3 raisons solides, ce que je vous expliquais juste avant, et distinctes pour lesquelles vous entreprenez une idée de trade. Donc comme on l'a vu, localisation, confirmation momentum et structure. Vous allez voir au fil des cours et au fil du temps que vous passerez avec moi dans les briefs qu'on peut céder d'autres raisons comme l'order flow, donc voir un petit peu ce que fait le marché en temps réel, ou ne pas intégrer l'order flow aux conditions, mais aider l'order flow à la prise de décision du setup qui sera appliqué. Je m'explique. Par exemple, grâce à l'order flow, on peut se dire, ok, on a une majorité de gens qui short, on a une majorité de gens qui ont un sentiment assez bear, le marché va avoir du mal à descendre si tout le monde short. Ça, c'est expliqué aussi dans les cours, vous allez comprendre pourquoi. Et on peut se dire, ok, au lieu de chasser des shorts, je vais plus essayer de chasser des setups de continuation. Et ça pourra justement vous aider à choisir quel type de trade. Donc généralement, il y a 3 types de traders. Il y a le trader de range, tout simplement, donc quand le marché en range, lui, il va appliquer. Sa stratégie, généralement, c'est vendre le haut du range, racheter le bas, vice-versa, jusqu'à une cassure du range. Et une reprise de mouvement tendanciel, c'est expliqué aussi dans les cours. Il y a le deuxième trader, celui qui va suivre la tendance. Donc lui va vouloir jouer des mouvements de continuation. Et il y a le troisième trader, celui qui est contre la tendance. Donc le trader de mouvement contre tendance. Donc celui qui va essayer de choper le mouvement justement qui va initier un retournement de la tendance justement pour bénéficier de gains sur ce retournement de tendance. Donc il va être contre la tendance, le premier mouvement tendanciel par exemple ici, un short avec une prise de profit comme ça. Donc lui son but ça va être de jouer le mouvement qui va retracer ce mouvement tendanciel. Donc ça c'est les 3 types de traders et ils s'opposent constamment. On a toujours ces 3 traders sur les marchés qui s'opposent constamment et il y a la 4e partie de traders qui ne savent pas ce qu'ils font et on va on va supprimer définitivement cette partie de traders si jamais vous faites partie malheureusement de cette catégorie, et ce qui serait pas aberrant puisqu'on va justement apprendre à ne plus faire partie de cette catégorie de traders, à créer notre setup, un bon plan bien initié. Et déjà avec ce premier cours, vous allez pouvoir commencer votre travail et ensuite c'est l'apprentissage, tout ce qu'on va apprendre, que ce soit l'analyse technique, que ce soit la gestion du risque, tout ça qui vont permettre de justement peaufiner votre plan et peaufiner vos conditions et de pouvoir créer réellement vos setups. Mais là, ce cours est tellement et très très important, donc j'invite vraiment tout le monde à le regarder en rediffusion si jamais, pour ressaisir des informations si elles n'ont pas été saisies lors de la première écoute. Donc voilà, donc, je vais vous lire la dernière partie. Donc à l'instar de la plupart des activités présentes dans la vie, si lors d'une activité quelque chose ne va pas, alors ça risque de ne jamais aller.
L'analyse technique est très personnelle car les biais personnels jouent une place importante dans la perception. On va essayer de bannir au maximum ces biais, hein. Et une personne peut aimer juger du momentum tandis qu'une autre y sera opposée. Par exemple, une personne peut se dire non, moi je ne vais pas me servir du momentum. Ou par exemple, comme j'expliquais, non, moi je ne vais pas me servir de l'order flow pour choisir mon camp, entre guillemets, si je veux être trader de continuation ou si je veux être trader de rallye contre tendance. Comment on peut faire ça? Par exemple avec le biais. Lorsque le biais est boule, on va se dire ok, je vais chasser des setups de continuation. Lorsque le biais est bear, je vais chasser, donc lorsque le biais est rouge, hein, donc bear, donc baissier, je vais chasser des setups de rallye contre tendance. Par exemple comme ceci. Ok, donc ça peut aussi vous aider à la prise de décision. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre un trade exclusivement grâce au biais. Tu nous donnes l'indicateur, non. Ça veut juste nous dire, ok, quel camp on va choisir, quel type de setup on va décider d'appliquer. Parce que vous pouvez avoir les trois profils. Celui qui veut trader les ranges, qui a des bons résultats, celui qui veut trader les mouvements de continuation, et celui qui veut trader les mouvements contre tendance. Hein. Et on peut se servir d'autres indicateurs, d'autres outils pour choisir son camp à un moment donné si on a les trois profils. Ok? Donc chacun arrive à ses conclusions en se basant sur son expérience personnelle, paper trading, démon finder, et sur un certain niveau de confort acquis avec l'approche choisie. Alors dans votre voyage à découvrir ce qui vous ressemble le plus, n'oubliez pas qu'aucune voie est plus juste ou mauvaise qu'une autre. C'est ce que je vous expliquais. Ce n'est pas parce que monsieur A fait ainsi et que ça fonctionne pour lui que si vous faites B et que vous êtes monsieur B, que vous faites une mauvaise chose parce que monsieur A des bons résultats et qu'il fonctionne comme ça. Non, vous devez faire ce qui fonctionne pour vous-même. Tout n'est qu'une question de feeling et de préférence. Par exemple, ici, Carré explique: je reste plutôt à l'aise avec l'idée d'exiger au moins 3 raisons non liées avant de considérer un trader. Un trade, je pense que si vous voulez écrire, hein, c'est peut-être une petite coquille que je vais corriger après. Un piège très commun que je vois souvent est celui des gens qui utilisent des indicateurs de la même famille. Ce que je vous expliquais aussi après, enfin juste avant, stochastique, RSI et MACD qui au final ne retranscrivent la même chose, ce qui est un momentum basé sur le prix pour leurs signaux. Malheureusement, cette combinaison n'est en réalité qu'une seule raison, exprimée de 3 manières différentes. C'est ce que je vous expliquais. Ce n'est pas parce qu'on a RSI, MACD et je ne sais pas, on a RSI qui diverge, MACD qui diverge et stochastique qui sort de son état de survente qu'on doit acheter. Non, ici en fait, ces 3 raisons, donc les 3 raisons que je vous ai énumérées, ça remplit juste une condition qui est celle justement du... Non, je voulais pas faire ça, qui est celle du momentum. Ce qu'on veut, nous, c'est localisation, momentum et structure. On peut avoir 3 raisons de localisation, ce qui serait encore mieux. Par exemple, zone de rechargement, donc Fibonacci. Ensuite, je sais pas, support, hein, par exemple. Et ensuite, moyenne mobile, 200 périodes, par exemple. Ça peut servir de raison de localisation. Donc vous avez plusieurs raisons de localisation, mais encore une fois, vous ne répondez qu'à une condition qui est la localisation. Donc si vous avez un trade, voyez un asset qui arrive en zone de rechargement, support et moyenne mobile, c'est pas suffisant pour prendre une décision. Parce que vous ne répondez qu'à une seule condition qui est la localisation. Ensuite, momentum, ça peut être plein de choses, comme on l'a vu. Ça peut être MACD, donc hop, sur MACD, ça peut être, comme on l'a vu, donc là je résume hein, et je vais clôturer là-dessus. MACD, ça peut être convergence ou divergence ou croisement. Ensuite, on a RSI, donc c'est la même chose. Sur achat-vente, convergence. Ensuite, divergence. Ensuite, break trendline, donc cassure trendline plus structure. Ça, c'est pour le RSI par exemple. Donc j'écris RIS, mais RSI bien entendu. Hein. Comme ceci. Ou ensuite, les biais. Donc EMA, SMA, donc simple moyenne mobile. Par exemple, EMA 13, EMA 30, boule ou bear. On a aussi, donc là je vais plus faire comme ça. Hop, donc on a aussi tout simplement biais institutionnel. Donc on appelle ça institutionnel parce que c'est ce que certaines institutions utilisent. Qui est simplement ici pour eux une EMA 9 et une EMA 18, donc des EMA très rapides. Hein. Donc cet indicateur aura tendance à retourner sa veste, comme je le dis, un peu plus rapidement qu'une EMA 13, qu'un biais EMA 13, EMA 30, par exemple, comme ceci. Et on peut avoir toute autre confirmation momentum, par exemple les trendlines. Hein. Donc les trendlines, cassure trendline plus structure. Et on a aussi
bien entendu, les momentum basés sur le volume, hein, donc tout ce qui est OBV, etc., etc. Mais par exemple, si vous prenez MACD RSI, que vous vous dites ok, MACD divergence, RSI divergence, c'est pas suffisant. Par exemple, vous dites ok, mon biais est bullish, c'est pas suffisant parce que vous ne répondez, encore une fois, ici, qu'à une condition avec plusieurs raisons de momentum, mais qui ne remplit qu'une condition, celle du momentum. Et ça, c'est pas suffisant. Encore une fois, je le répète, il faut vraiment avoir pioché, par exemple, zone de rechargement, biais et structure qu'on va voir juste après. Ok, donc là je réexpliquerai tout et on va clôturer là-dessus pour établir et pouvoir établir un bon setup. Mais vous devez trouver ces trois conditions dans tout ce que je vous mets actuellement, que ce soit localisation et dans tout ce que les cours expliquent au final. Donc vraiment lisez les cours, ils sont très importants. Donc structure comme on a vu, tout simplement les W et les M, structure très simple qui fonctionne très très bien. On a aussi figure de retournement et continuation. Donc là, je pense par exemple à l'épaule tête-épaule, à l'épaule tête-épaule inversée, je pense au triangle, je pense... bon, on peut penser au raising wedge. Bon, je ne vous ai pas expliqué ça dans les cours parce que pour moi, les raising wedge et les falling wedge, on reprend tout simplement les concepts de trendline, donc c'est pas très intéressant. Mais bon, si certains, ça peut en intéresser, je pourrais en parler. Donc on a vu figure de retournement, donc WM, structure très simple, figure de retournement et de continuation. Et ensuite, on peut avoir les candlestick patterns, hein. Donc tout simplement en français, les figures de bougies. Mais bon, je trouve que ça fait un peu plus classe en anglais. Donc les figures de bougies de retournement. Donc je ne sais pas, Arami, avalement, fractal, inside bar. On peut en trouver plein. Voilà, ça ce sera trois raisons de structure, mais qui ne répondront qu'à une condition qui est la structure. Donc par exemple, de se dire, ok, j'ai mon W et j'ai mon Arami et j'ai, je sais pas, j'ai par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise, j'ai, on va rajouter un momentum du coup ici, j'ai par exemple mon momentum en surachat, hein, donc je vends parce que j'ai mon M, j'ai mon RSI en surachat et j'ai mon Arami, bah c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ici vous ne répondez qu'à deux conditions, structure et momentum. Elle est où la localisation là-dedans? Donc comme je vous ai dit, va falloir piocher. On peut piocher dans, par exemple, on fait un combo, zone de rechargement, MACD divergence. Donc là, on répond bien à la condition localisation. On répond bien à la condition momentum et structure, par exemple. Donc là, on cherche un setup baissier, par exemple, en tout cas un retournement de tendance à la baisse. Et ben, un M. Donc là, on a, oui, on a bien première raison, localisation. Deuxièmement, confirmation momentum, structure. Donc, on se retrouve bien avec nos trois conditions indépendante. Donc ça, voilà, je pense que ça, je pourrais le mettre, par exemple, je vais vous le screen et je vais vous le mettre, hein, comme ça, hop. Bon, faites pas attention aux autres schémas. Pour ceux qui ont suivi, je pense que vous allez pouvoir comprendre. Mais ça, hop, je peux vous le mettre juste ici. Ça, c'est très important. Il va falloir piocher pour trouver ces trois conditions. Ça sera très, très important. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Je vous ai un petit peu tout expliqué. Risk reward, on a vu. Comment choisir ses indicateurs, on a vu. Trouver ses démons, on a vu. Un trade log, on a vu. Créer son journal, on a vu. Processus évolutif de tout trader, ça, je vous invite vraiment à le lire. Hein, mais nous, on a vu la partie la plus importante qui traitait du paper trading et l'introduction à l'autodiscipline. Donc là, on a parlé de tout, hein, des sentiments, des émotions, du profil que vous allez devoir établir. Et bien entendu, comme je l'ai dit, on a vu le journal et il faut créer un journal dès aujourd'hui. Voilà, donc ça va être très très important. Donc si, comment dire, si vous avez des questions, là c'est pour la rediffusion, n'hésitez vraiment pas, hein, vous savez, dans Général Élève ou dans Brief Chat. Si jamais, pour ceux qui regarderont en rediff, c'est pareil, vous n'hésitez pas à me taguer, vous me posez une petite question. Et je pense qu'on va clôturer le brief ici.